ceci questionne la question spatiale parce que moi, je crois beaucoup en fait à des lieux identitaires, affinitaires, communautaires, totems choisis. En fait, je pense que si on se projette, par exemple, dans 15 ans, on se met plutôt sur une jeune génération friande de télétravail, voilà, qui n'a pas encore les rites et les rituels de je prends ma voiture ou je prends le métro, je vais travailler, puis je reviens le soir. Imaginez, vous travaillez 5 heures par jour, 5 jours par semaine de chez vous, comme des populations tech, par exemple, sur lesquelles on a beaucoup travaillé, qui sont un peu partout en France, qui n'ont pas du tout envie de venir s'embêter à Paris. À un moment donné, vous avez envie d'aller dans le territoire de l'entreprise que vous avez choisi, et vous avez envie d'y retrouver la communauté de valeurs, d'appartenance, de destin à laquelle vous avez souscrite, et vous avez envie d'aller vous ressourcer dans un lieu qui fait sens par rapport à ce que vous êtes en train de faire d'un point de vue professionnel. Et ça, j'y crois beaucoup, c'est-à-dire au fait que, en lieu et place de la disparition programmée des sièges sociaux, on est au contraire l'émergence de sièges sociaux affinitaires qui auraient su traduire dans le choix des matériaux, dans les flux, dans l'ouverture, le degré d'ouverture, dans le degré d'imbrication dans la cité, sur le territoire, dans l'esthétique évidemment, dans l'atmosphère, ce que l'entreprise est, ce qu'elle porte, ses engagements, sa raison d'être, la promesse qu'elle fait aux collaborateurs, et finalement y aller deviendra un choix. Et moi, je fais le pari de dire que les entreprises qui auront opéré cette mue sur l'importance de leur cœur névralgique qu'est le siège social, avec les refontes que ça nécessite, parce que quand on a les sièges sociaux à la Défense, on a quand même envie de se tirer une balle, même si on a un peu beaucoup accusé la Défense, mais la plupart de ces sièges sociaux ne sont pas l'incarnation totémique d'une raison d'être supérieure qui fait que j'ai envie de me défoncer pour la boîte. Voilà. Demain, peut-être que le siège de Spotify, par exemple, qui aurait pu être designé par Kanye West, avec la collaboration des communautés Spotify et des collaborateurs, pour être un lieu refuge, un lieu totem derrière les valeurs de la musique, du partage et de la communauté, et ben peut-être que je choisirai d'y aller y travailler, et peut-être que j'irai d'ailleurs plus de la moitié de la semaine, parce qu'en fait j'en ai besoin. J'ai besoin de retrouver cette communauté, cette authenticité, ce lien, cette transversalité, ce collectif. Ça, j'y crois beaucoup, notamment par rapport à l'explosion des métiers du digital, où finalement, le deuxième effet qui se coule, c'est quand même la solitude derrière son ordinateur. Et donc là encore, l'espace comme grand levier stratégique dans un contexte où on doit donner un supplément d'âme à la raison de s'engager pour les organisations et aux organisations de manière générale, est prépondérant. En fait, je pense que ce n'est pas que la marque employeur. Parce qu'aujourd'hui, on a un petit peu cette réflexion en se disant, voilà, il faut que ça soit attirant pour des talents. Je pense que c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus exigeant que ça. C'est pas simplement un lieu d'attraction de tous les talents qui veulent plus venir chez vous. Ça devient un lieu identitaire. Je vais vous donner un exemple qui m'a subjuguée. C'est pas spécialement beau, mais c'est tellement vrai. C'est le siège d'Yves Rocher. Si vous allez en Bretagne, à la Gacilly, vous avez tout un territoire qui transpire et qui respire. Des Bretonnes. Voilà, la raison d'être, moi aussi. Qui transpire et qui respire la raison d'être de cette entreprise. Tous les engagements y sont visibles. Quand on dit on fait des cosmétiques bio, c'est entouré de champs de camomille. Quand on dit on est une entreprise sociale et solidaire, pratiquement la totalité des gens du village vivent grâce aux engagements de l'entreprise. Quand on dit on veut être une entreprise augmentée, ils ont développé le plus grand festival de photos, de nature à ciel ouvert, où ils ont des dizaines de milliers de personnes qui viennent toute l'année. Tout ça, ce sont des engagements qui dépassent en fait simplement l'activité économique d'Yves Rocher, qui d'ailleurs est très prolifique, fonctionne très très bien, et ça n'est probablement pas un hasard. C'est une entreprise patrimoniale, c'est une entreprise ancrée sur le territoire, c'est une entreprise qui depuis son origine a décidé de faire patte blanche, d'être en authenticité avec ses forces et ses fragilités, avec ses limites, avec son ancrage territorial, et tout ça sonne particulièrement juste. Et si vous voulez en fait sentir l'âme d'Yves Rocher, vous allez là-bas et vous repartez. Nous on y allait, on est resté 48 heures, on est ressorti mais gonflé à bloc pendant 3 mois. Maintenant, on ne consomme plus que des produits Yves Rocher et on fait la promotion d'Yves Rocher partout, alors que vraiment, je n'aimais pas du tout cette marque. Et là, je me suis dit, mais c'est dingue.
C'est dingue. Mais ils sont allés très très loin. Et ils y sont allés vraiment et pleinement, entièrement. Tout a été pensé, tout est aligné. Une petite phrase du poète Pierre Réverdy, l'éthique c'est l'esthétique du dedans. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est une boîte qui est esthétique, éthique, et ça se voit à l'extérieur. En tout cas, ce que dit Emmanuel, moi ça me frappe beaucoup. Moi j'ai vraiment aujourd'hui cette demande de siège social totem, de l'endroit où les salariés, d'abord les clients comprennent ce qu'est l'entreprise, et ensuite les salariés se retrouvent et comprennent ce qu'est l'entreprise. Au fond, on nous demande des choses absolument incroyables qui est, au fond, on a besoin d'un siège social qui dise immédiatement quel est notre ADN. Alors, c'est moins poétique que ce qu'a raconté Emmanuel. Mais nous, on travaille sur le siège social d'Engie à la Garenne-Colombes, 136 000 m², c'est moins bucolique, Emmanuel. La stratégie d'Engie, c'est vraiment un engagement très très fort de la direction sur la lutte contre le réchauffement climatique. Eux, ils se battent pour que leurs clients consomment moins d'énergie et que ce soit le premier producteur d'énergie bas carbone, ce qui est quand même pas très simple. Et donc le combat qu'on mène aujourd'hui en construisant le siège de la Garenne-Colombes, on essaie juste ça. On essaie d'avoir un site tertiaire, et en tertiaire c'est moins facile qu'en logement à cause de l'usage même. C'est d'avoir au fond un site qui soit bas carbone et en consommation d'énergie vraiment extrêmement réduite. Il faudra mettre des petits pulls quand on travaillera demain chez Engie parce que la température intérieure sera plus normale. On ne pourra pas se balader en chemisier en hiver, par exemple. Mais vraiment quelque chose qui au fond dit très profondément et presque physiquement ce qu'est l'ADN de l'entreprise. Alors ça, c'est pas si simple que ça. Ça suppose pour nous de bien comprendre l'entreprise qu'on a en face de nous. C'est-à-dire qu'on rentre dans la stratégie de l'entreprise et dans son ADN. J'ai envie de dire, Gal, que c'est ça qui fait le côté absolument passionnant de nos métiers aujourd'hui. Comme l'entreprise, c'est d'abord un réseau humain, c'est d'abord des gens qui y travaillent. Si les gens qui travaillent dans une entreprise et qui veulent créer cet ADN, ce site totémique, ne participent pas à la transformation active de dans quel espace j'ai envie de travailler, de comment je veux travailler avec mes collaborateurs, donc ne construisent pas le totem ensemble, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, ma vision, c'est que les gens qui dirigent, on va dire, ou qui transforment l'immobilier, qui décident de le transformer, c'est les managers en haut de la pyramide, très souvent dans les grandes entreprises dans lesquelles on est. Et les collaborateurs sont pour moi pas encore assez associés sur cette transformation de l'espace. Et en fait, moi je me rends compte que voilà, dans une équipe d'une dizaine de personnes que je gère aujourd'hui, il y a des disparités, les gens veulent des choses différentes. Mais si moi j'ai pas remonté leurs disparités, la manière dont ils vont pouvoir réussir à progresser, et qu'on n'en tient pas compte quand on va diriger et choisir le nouveau projet d'entreprise et d'immobilier, ça va pas marcher. Et ça, pour moi, c'est un enjeu aujourd'hui qui bloque à un certain niveau de l'entreprise. Depuis qu'on travaille sur les enjeux immobiliers, je suis toujours choqué de voir à quel point, dans certains cas, malheureusement trop nombreux dans ma courte expérience, il n'y a pas de concertation réelle de la part des salariés et ce n'est pas forcément vu comme un vrai processus de transformation et de changement. Il y a une chose qui est fondamentale de savoir sur le fonctionnement du cerveau et du comportement humain, c'est qu'on a une aversion naturelle à l'incertitude. On déteste ça. On déteste naturellement l'incertitude. Ça nous fait peur, tout simplement parce que d'un point de vue évolutionniste, l'incertitude, il y a quelques millions d'années, c'était la mort potentielle. Et donc, de ce fait-là, il n'y a rien de plus incertain qu'un déménagement. Vous imaginez si demain, on prend 20 domiciles, on vous précise qui va changer, mais concrètement, vous ne savez pas trop comment. Et or, vous passez en théorie parfois plus de temps sur votre lieu de travail que sur votre lieu de vie personnelle. Donc il est extrêmement important de questionner les usages réels des salariés, ce qui va en plus avoir un autre avantage, c'est que très souvent les managers et les directions ont une vision erronée, ce qui est naturel, de l'activité réelle et des besoins réels. Concrètement, quel est le temps que doivent passer des salariés à se concentrer? Quel est le temps qu'ils doivent passer à collaborer? Avec qui? Vous citiez le fait de séparer les différents services. Si on avait interrogé, dans ce cas-là, je ne sais pas si ça avait été fait, mais d'aller regarder le plus finement possible les usages. Alors oui, c'est coûteux, oui, ça prend du temps, oui, ça peut faire des craintes, mais ça va déjà rassurer généralement les salariés, les collaborateurs, les managers, parce que leur avis va être pris en compte. C'est bête à dire, mais ça compte. Et surtout, vous assurez d'avoir un immeuble, un espace qui sera au plus près des usages réels. Pas des usages projetés, mais des usages réels pour
bien fonctionner et pour que les individus se sentent bien sur leur lieu de travail. Donc je ne peux que vous rejoindre là-dessus. Je voudrais juste rajouter un minuscule élément. Je pense qu'il ne faut pas se tromper, il ne s'agit pas de présenter des épaisseurs de moquette, voilà, des couleurs de papier peint ou du mobilier. En tout cas, à mon sens, c'est pas ça. L'onboarding du corps social dans des grands projets immobiliers qui deviennent des projets de transformation, c'est plutôt, si on remet les pièces du puzzle dans l'ordre, les faire travailler sur les fondamentaux en mutation, en transition des organisations, comme par exemple la refonte d'un modèle de management, la refonte d'un système d'évaluation de la performance, ce à quoi devrait ressembler l'entreprise demain qui saura les réengager pleinement, etc. Faire un travail en chambre de déclinaison avec des anthropologues, des ethnologues qui seront allés voir, qui auront projeté, qui travailleront main dans la main, avec des archis, des designers, etc. Faire un travail de traduction de ce que ça pourrait vouloir dire en termes de grand storytelling, d'aménagement, d'ambiance, de positionnement. Et ensuite faire réagir les ambassadeurs, ceux qui ont compris que c'était un levier de changement, à ces projets, ces pré-projets d'une certaine manière, qui sont des projets intellectuels, où on doit expliquer, et c'est une explication qui est complexe, dans quelle mesure l'enjeu de transparence de l'information, l'enjeu de diversification de la fabrique à leader de telle ou telle entreprise a été prise en compte pour de vrai dans les concepts, dans l'aménagement, dans l'ambiance, dans les flux, dans le niveau d'ouverture, dans le choix des matériaux, etc., etc. Ce ne sont pas aux collaborateurs de projeter ce que je veux techniquement ou visuellement. Il y a un travail entre les deux à opérer qui, de ma petite expérience, est rarement réalisé, en effet parce que ça demande du temps et de l'argent. Et je trouve que ce n'est pas une bonne raison, parce qu'en réalité, si on regarde les choses d'un point de vue strictement économique, les projets qui prennent le temps de l'écoute, le temps de l'observation, le temps du travail en chambre avant de se précipiter sur de l'aménagement à la mode, qui de toute façon ne sera plus à la mode dans 3 ans et qui ne répond pas aux usages et surtout pas au futur, ce temps-là, en fait, qu'on investit en amont de la chaîne de valeur, on le gagne en aval. Parce qu'on entendait, on sort du Workplace Meeting de Cannes, on était avec le patron immobilier d'une très grande entreprise industrielle qui nous expliquait que tous les 3 ans, il refait l'intégralité de ses sites. Mais quelle est en fait la facture humaine, managériale, écologique de cette pratique en fait? Ne faut-il pas plutôt en CAPEX investir du temps, de l'attention, un peu de risque, un peu de courage aussi, parce que parfois on ouvre des boîtes dont on tire des fils qui nous amènent beaucoup plus loin que la couleur de la moquette. Je soupçonne d'ailleurs certaines entreprises de dire non, on ne va pas aller sonder les hommes et les âmes parce qu'on risque de tomber sur des choses compromettantes. Justement, en fait, là où ça devient intéressant, c'est qu'on tire le fil des choses compromettantes et avec un travail qui maille le regard des RH, des patrons de l'immobilier augmenté et des collaborateurs et les archis, les designers, on arrive à apporter des réponses qui sont pérennes, qui sont durables, qui sont viables et qui sont engageantes.